Now to discuss the government shutdown and much more, the Speaker of the House, Mike Johnson, Republican of Louisiana. Thank you so much for joining us, Mr. Speaker. So you heard your Senate counterpart there offering Senate Democrats a promise of a vote by a date certain on extending the Obamacare subsidies. Are you willing to offer the same in the House of Representatives? Yes. I mean, we've always been prepared to have a vote on that. It's something that was going to be discussed and debated deliberately throughout October and November, remembering that this is an end-of-the-year issue. The subsidy doesn't expire until December 31st. Il arrive parfois qu'un vote considéré comme routinier modifie le cours normal des procédures et révèle des tensions plus profondes dans le fonctionnement institutionnel. Mardi soir, lors de la séance plénière de la Chambre des représentants à Washington, un vote qui devait simplement organiser les débats suivants s'est soldé par le rejet d'une règle par 217 voix contre 214, bien que le parti majoritaire contrôle formellement la Chambre. Ce résultat a mis fin à l'espoir que le texte serait approuvé comme étape technique, avant l'examen d'autres questions. Dans des circonstances normales, les votes sur les règles rencontrent rarement une résistance significative, car ils ne définissent que le format et la durée de la discussion. Cette fois-ci, cependant, la règle contenait un dispositif qui empêcherait temporairement l'examen des résolutions visant à contester les tarifs imposés par l'exécutif dans le cadre d'une déclaration d'urgence nationale. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le point central n'était pas le bien-fondé direct des tarifs, mais la tentative de restreindre l'accès à un mécanisme législatif classé comme résolution privilégiée. Cet instrument permet à certains sujets d'être soumis à l'Assemblée plénière indépendamment de la volonté des dirigeants, à condition que les exigences réglementaires soient respectées. En incluant dans la règle une limitation à l'utilisation de ce mécanisme, la présidence de la Chambre cherchait à reporter le débat sur la légalité des mesures tarifaires adoptées par le gouvernement. Cette stratégie s'est toutefois heurtée à une résistance interne. 3 républicains ont voté contre la règle. Thomas Massie, du Kentucky, Don Bacon, du Nebraska, et Kevin Kiley, de Californie. Cette dissidence a suffi à modifier le résultat final. Bacon a déclaré que le Congrès ne devait pas renoncer à son autorité constitutionnelle en matière d'impôts et de tarifs douaniers, soulignant que l'article 1er attribue au pouvoir législatif une responsabilité explicite en matière de fiscalité. Massie, qui avait déjà exprimé des réserves quant à l'utilisation extensive des pouvoirs d'urgence, a réitéré que le Parlement devait conserver sa capacité à débattre ouvertement des décisions ayant un impact économique important. Le vote est resté ouvert pendant des heures, selon les témoignages des parlementaires présents, tandis que les dirigeants cherchaient à renverser les votes contraires. Néanmoins, le décompte final a confirmé la défaite. Il s'agit du 3e échec dans les votes de règles sous la présidence actuelle de la Chambre dans cette législature, ce qui est inhabituel d'un point de vue historique. La conséquence immédiate a été d'ouvrir la voie à la présentation et au vote éventuel en séance plénière de résolution, contestant les tarifs douaniers. Le contexte économique ajoute de l'importance à cet épisode. Des rapports récents font état de pression sur les prix et d'incertitudes dans les secteurs dépendants des importations. Les détracteurs des tarifs douaniers affirment que les surtaxes ont tendance à être répercutées sur les consommateurs et les entreprises, tandis que leurs défenseurs soutiennent que cette mesure vise à corriger les déséquilibres commerciaux et à renforcer les chaînes de production nationales. En empêchant le débat d'être bloqué par une règle de procédure, la dissidence interne a obligé la majorité à affronter publiquement ces divergences. Le même jour, la présidence de la Chambre a été interrogée sur un autre sujet, les déclarations et les enregistrements impliquant le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, concernant ses interactions passées avec Jeffrey Epstein. M. Lutnick avait précédemment déclaré avoir mis fin à ses relations en 2005, mais des documents ultérieurs indiqueraient des contacts supplémentaires. Interrogé sur une éventuelle démission du secrétaire, le président de la Chambre a déclaré qu'il croyait en sa parole et a affirmé que les commissions compétentes examinaient les archives disponibles. Ces questions ont été soulevées parallèlement à l'accès des parlementaires à des documents dans des locaux sécurisés pour l'analyse des archives liées à l'affaire Epstein. Certains membres ont signalé qu'une partie du matériel restait confidentielle, ce qui a donné lieu à des demandes d'éclaircissement supplémentaires auprès du ministère de la Justice. Bien que distincts, ces deux thèmes ont contribué à créer un climat politique plus tendu au sein de la Chambre où les décisions procédurales ont pris une importance accrue.
Ainsi, le rejet de la règle n'a pas seulement représenté un revers technique, mais a également signalé qu'une partie de la majorité avait choisi de donner la priorité au débat institutionnel plutôt qu'à la cohésion partisane. Cet épisode a mis en évidence la manière dont les instruments réglementaires peuvent être utilisés pour façonner ou restreindre les discussions de fond. Pour ceux qui suivent le fonctionnement interne du Congrès, des moments comme celui-ci aident à comprendre comment des procédures apparemment routinières peuvent redéfinir l'agenda législatif de manière immédiate et visible. Des observations continues de ce type permettent de percevoir des nuances qui n'apparaissent pas toujours à la surface des événements. C'est dans ce contexte que la dimension juridique de l'épisode devient déterminante pour comprendre ses implications. Les tarifs ont été mis en place sur la base d'instruments juridiques qui permettent à l'exécutif d'agir en cas de déclaration d'urgence nationale, mais la législation elle-même prévoit des mécanismes de révision par le Congrès. La loi sur les urgences nationales stipule que le pouvoir législatif peut présenter une résolution conjointe pour mettre fin ou limiter l'état d'urgence déclaré, et ce type de mesure, lorsqu'il est classé comme privilégié, ne dépend pas entièrement de la volonté des dirigeants de la Chambre pour être soumis au vote en séance plénière. La tentative d'introduire des restrictions dans la règle rejetée a été interprétée par certains parlementaires comme un effort indirect pour retarder ce processus de révision. À partir de là, la discussion cesse d'être uniquement politique et implique désormais une interprétation constitutionnelle de la séparation des pouvoirs. L'article 1er de la Constitution attribue au Congrès la compétence de légiférer en matière de commerce extérieur et de fiscalité. Au cours des dernières décennies, cependant, différentes administrations ont utilisé des dispositifs juridiques pour élargir la marge de manœuvre présidentielle sur les questions commerciales. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le vote de la règle a pris un caractère qui représentait, dans la pratique, un choix entre maintenir le contrôle concentré dans l'exécutif ou rouvrir le débat législatif. Au Sénat, l'adoption éventuelle d'une résolution conjointe contre les tarifs douaniers dépendrait d'une majorité simple, mais tout veto présidentiel nécessiterait les 2/3 des voix dans les deux chambres pour être surmonté. Cette conception institutionnelle crée une série d'étapes qui diluent les décisions rapides et impose des calculs stratégiques à chaque acteur impliqué. Les parlementaires des circonscriptions compétitives évaluent l'impact électoral de leur position, tandis que les dirigeants pèsent les risques de fragmentation interne. En outre, la discussion sur la transparence documentaire dans l'affaire impliquant Howard Lutnick ajoute une autre couche de pression institutionnelle. Les membres du comité de surveillance ont déclaré qu'une partie des archives examinées contient des passages rédigés dont l'origine doit encore être clarifiée. Le ministère de la Justice a déclaré avoir mis à disposition les documents tels qu'ils ont été reçus d'autres agences. Mais les parlementaires se demandent si les versions originales ont été pleinement demandées. Cette controverse renvoie à des projets de loi visant à normaliser les procédures de transmission d'informations entre les agences fédérales et le Congrès. C'est dans ce contexte multiforme que les dirigeants de la Chambre doivent gérer des agendas simultanés. Le rejet de la règle a mis en évidence des divergences internes sur les tarifs, tandis que le débat sur les documents et les éventuelles incohérences dans les déclarations publiques a renforcé la surveillance des membres de l'exécutif. Chaque nouvel élément ne remplace pas le précédent, mais s'y ajoute, créant ainsi un contexte dans lequel les décisions procédurales ont un impact accru. Les analystes législatifs observent que les défaites lors des votes sur les règles sont rares, car elles impliquent une discipline partisane et une coordination préalable. Lorsqu'elles se produisent, elles tendent à indiquer qu'une partie du groupe parlementaire considère que le coût politique du soutien à une stratégie donnée est plus élevé que le coût d'une confrontation interne. Dans le cas présent, la convergence entre les préoccupations économiques, l'interprétation constitutionnelle et les calculs électoraux a créé les conditions propices à la dissidence. Cette dynamique montre également comment le Congrès fonctionne à travers des mécanismes formels qui ne sont pas toujours visibles pour le public. Les règles, les résolutions privilégiées et les déclarations d'urgence sont des instruments techniques, mais elles façonnent la portée du débat démocratique. Lorsqu'elles sont contestées ou modifiées, elles révèlent des tensions structurelles sur qui décide, à quel moment et dans quelles limites. Pour suivre cette séquence d'événements, il était nécessaire d'observer non seulement le résultat immédiat des votes, mais aussi les procédures qui les précèdent et les suivent. La politique institutionnelle se définit rarement en un seul acte. Elle se construit par étapes successives qui interagissent entre elles. L'analyse continue de ces mouvements permet de comprendre comment chaque décision
influence la suivante, et comment l'équilibre entre l'exécutif et le législatif est renégocié à chaque nouvelle controverse. Dans le contexte actuel, l'interprétation institutionnelle de ces faits reste ouverte à de multiples lectures. Comme le montrent les archives rendues publiques et les analyses spécialisées, les défaites lors de votes à caractère réglementaire ne sont pas habituelles, même s'il existe des antécédents historiques comparables. Pour certains commentateurs, cet épisode peut être interprété comme une dissidence circonstancielle au sein même de la majorité, influencée par des stratégies politiques spécifiques liées au débat tarifaire. Pour d'autres analystes, cependant, cet événement suggère une tension plus générale quant aux limites de l'autorité présidentielle lorsqu'elle se fonde sur des déclarations d'urgence nationale comme base pour des décisions ayant un impact important. Sur le plan juridique, la controverse porte sur la portée de la loi sur les urgences nationales et sur la capacité de contrôle exercée par le pouvoir législatif. Une partie des constitutionnalistes soutient que le Congrès dispose d'instruments normatifs suffisants pour rééquilibrer la relation institutionnelle avec l'exécutif, à condition qu'il existe une coordination politique pour les mettre en œuvre. Dans un sens différent, d'autres chercheurs affirment que le cadre juridique actuel confère une marge de manœuvre significative au président, de sorte que des restrictions effectives dépendraient d'une modification législative importante, processus qui exigerait un accord politique complexe et difficile à consolider. Le point central du débat porte donc sur la différence entre la possibilité juridique abstraite et la faisabilité politique concrète. En ce qui concerne la politique tarifaire, les experts en économie présentent des diagnostics qui ne convergent pas. Certains soutiennent que les mesures tarifaires peuvent servir d'instruments stratégiques de négociation dans des contextes de déséquilibre commercial prolongé, fonctionnant comme un mécanisme de pression diplomatique et économique. Une autre tendance souligne que l'augmentation des tarifs tend à produire des effets distributifs sophistiqués, avec des répercussions sur les chaînes de production intégrées et des répercussions sur les prix à la consommation. À ce jour, il n'y a pas de consensus établi sur les impacts structurels à long terme de ces mesures, ce qui renforce l'importance d'un éventuel vote nominal au Congrès pour expliciter les responsabilités et les positions. Dans l'affaire, impliquant Howard Lutnick, les interprétations sont également partagées. Certains parlementaires estiment que les divergences entre les déclarations publiques et les documents écrits justifient une enquête approfondie, dans le but de préserver la confiance institutionnelle. D'autres considèrent que les contacts sociaux ou professionnels antérieurs ne constituent pas en soi une irrégularité juridique, tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes de comportement illicite. Le débat porte donc sur la distinction entre la responsabilité politique, liée à la perception publique et à l'éthique institutionnelle, et la responsabilité juridique, qui dépend de preuves formelles et de critères juridiques objectifs, en particulier lorsque certains documents restent partiellement supprimés et soumis à une révision technique. La tentative infructueuse de poursuivre des parlementaires pour des déclarations sur des ordres illégaux présumés a également suscité des évaluations contrastées. Pour certains observateurs, cet épisode signale le risque d'une utilisation abusive des instruments pénaux dans les conflits politiques. Pour d'autres, il est indispensable que les autorités responsables examinent attentivement le contenu et le contexte des déclarations susceptibles d'interférer avec les opérations fédérales. Le fait qu'un grand jury ait rejeté la proposition d'inculpation est considéré par certains analystes comme une indication que les mécanismes institutionnels de contention continuent de fonctionner, bien que cette issue n'élimine pas la controverse sur les limites appropriées de l'action. Considérés dans leur ensemble, ces événements révèlent un scénario d'intersection entre différents fronts institutionnels. Le rejet de la règle de procédure a ouvert la voie à un débat de fond sur la politique tarifaire, tandis que les questions relatives à la transparence documentaire et aux tentatives de responsabilisation ont élargi la portée du débat public. Chaque épisode ajoute de nouvelles couches au panorama général, sans produire de définition concluante ni de stabilisation interprétative. Les experts estiment que les prochains développements dépendront de décisions formelles qui n'ont pas encore été prises. Si les propositions relatives aux tarifs avancent, le processus pourrait atteindre le Sénat et éventuellement aboutir à l'exercice du droit de veto présidentiel. Si les commissions législatives approfondissent l'analyse documentaire, la divulgation de nouvelles informations pourrait influencer les perceptions politiques déjà consolidées. Dans tous les cas, le résultat reste incertain, en raison de l'interaction continue entre les normes constitutionnelles, les stratégies institutionnelles et les positions publiques.
Ainsi, la période actuelle peut être décrite comme une étape de transition institutionnelle, dans laquelle les instruments réglementaires servent de catalyseur à des débats plus larges sur l'autorité, la transparence et la responsabilité. L'évolution de ces questions devra être suivie de près, car leurs effets ont tendance à se manifester de manière progressive et cumulative. Observer la manière dont le Congrès et l'exécutif gèrent ces tensions permet de mieux comprendre le fonctionnement du système constitutionnel en période de pression et de redéfinition.